Quoi? Ah non, démarrage en cours, en direct, set hangout en direct et en cours. Donc voilà, normalement ça devrait marcher. De toute façon, on le verra tout de suite, hein. On fait l'émission, après on va jeter un œil si ça a marché ou pas, puis au pire on le refera, c'est pas si grave que ça. Ça nous fera de Ça l'entraide. marche. Donc il faut un petit blanc au début et puis c'est parti. Ben ouais, c'est ça. Et bonjour les gens, c'est Mister Nose et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Space Origin avec un élément un petit peu particulier car je ne suis pas tout seul. Je vais dire bonjour à Jonathan. Jonathan, t'es là? Oui, je suis là, tout fonctionne, ça a l'air de bien marcher, les serveurs sont de nouveau en live, on est prêt à jouer à Space Origin, comme des C'est dieux, presque. c'est magnifique. Donc Jonathan, je te présente Voyage Cast entre podcasts. Ouais, c'est ça. Ben écoute, je fais deux podcasts, un sur le voyage qui s'appelle Voyagecast et un sur l'anthropologie qui s'appelle Anthropodcast. Tu vois, j'ai bien réfléchi au nom et tout, ça reste bien dans la tête et ben ouais, il faut qu'on commence à faire des trucs un petit peu sur Space Origin, sur les jeux vidéo, l'anthropologie des jeux vidéo. Ah, il y a tellement de trucs à faire, c'est la folie. On va bosser, Mister Nose. Ouais, juste pour les incultes de mon genre qui ont découvert ce mot-là dans l'année, voyage cast, je me doute que ça parle de voyage, mais anthropodcast, c'est quoi ce mot anthropologie peut-être? Oui, c'est l'anthropologie. Alors en fait, pour faire très simple, l'anthropologie, c'est l'étude de l'humain. Anthro, c'est l'humain, l'homme. Donc c'est l'étude de l'humain, comment est-ce qu'il fonctionne, l'étude des sociétés, tu vois. Alors il y a quelques dizaines d'années, c'était encore les gars qui allaient, les ethnologues ou les anthropologues, qui allaient dans des pays, je sais pas, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, qui allaient dans la forêt, qui allaient chez les Africains, et puis qui restaient comme ça, habités avec ces gens-là, puis qui se demandaient, mais comment est-ce que ces gens fonctionnent en fait? Pourquoi est-ce qu'ils se marient pas la même chose que nous? Comment ça marche un village, tu vois? Pourquoi il y a un chef? Pourquoi il y a un sorcier? Puis qu'est-ce que c'est ces danses? Et puis pourquoi est-ce qu'ils mangent ça? Pourquoi est-ce qu'ils mangent pas ça? Tu vois, ils se posaient plein de questions sur les autres sociétés pour savoir comment elles marchaient en fait, puis pour les comparer à nos sociétés à nous. Et puis maintenant, l'anthropologie, ça a un petit peu changé. Il y a toujours des gens qui font ça, mais la plupart des anthropologues actuels, ils vont par exemple savoir comment fonctionne l'Assemblée nationale, tu vois. Alors ils D'accord, c'est vont, beaucoup plus contemporain en fait. ben, maintenant oui, parce que tu vois, toujours étudier l'ailleurs, c'est un peu bizarre finalement, tu vois. Comment est-ce que tu peux savoir qu'une société africaine fonctionne et puis tu sais pas comment la tienne elle fonctionne? C'est un peu bizarre. Et puis en plus de ça, c'est un petit peu raciste de dire je vais toujours étudier l'étranger, tu vois. Il faut se mettre à étudier soi-même sa propre société pour savoir comment elle fonctionne. Puis tu vois, je vais pas rajouter trop, mais au début on allait aussi chez ces sociétés qui sont très éloignées pour savoir comment elles fonctionnaient, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait un petit peu les gouverner, tu vois. On disait tiens, ben cette société elle marche comme ça, elle a ce point faible, tiens on va pouvoir toucher ce point faible pour la faire tomber, tu vois. C'était un peu moche, tu vois, l'anthropologie et l'ethnologie, c'était pas super noble au début quand ça a été créé, on va dire. Et puis maintenant, on va chercher comment les sociétés actuelles fonctionnent autour de nous pour savoir aussi comment un petit peu les maîtriser, tu vois. Nos sociétés, elles ont beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens différents qui habitent ensemble. Ben, comment est-ce qu'on fait pour que tous ces gens qui sont complètement différents vivent ensemble mieux? Et puis c'est une partie de ce qu'étudie l'anthropologie aujourd'hui, tu vois. La musique, le cinéma, enfin l'anthropologie étudie un petit peu partout. Il y a des hommes et il y en a partout, donc il y a beaucoup de choses à étudier, tu vois. Ouais, il y en a même sur Spam, sur Space Origin. Alors j'ai un petit écho moi de mon côté. Ah ouais, non, chez moi ça va bien. Ok, bon, si ça va bien de ton côté, c'est pas grave, je vais supporter le truc. C'est seulement quand tu parles, donc ça doit être le push to talk. Bref, nous on est ici sur Space Origin et on va parler de quoi? On va pas parler d'anthropologie, on va parler du jeu en lui-même. Bah, écoute, on pourrait parler d'anthropologie, hein. D'ailleurs, on a un programme entre nous. Il faut qu'on en parle d'ici une ou deux vidéos. Je sais pas, de l'anthropologie de jeux vidéo, tu vois, parce que dans un jeu vidéo, tu as plein de gens qui jouent ensemble. Et Space Origin, c'est un jeu qui est super social, tu vois. Ça me fait penser à une des vidéos où tu as dit, ouais, il y a plusieurs façons de jouer à Space Origin. Tu vois, il y a le côté, je joue en solo, un petit peu dans mon coin, je monte mes petites bases. Puis il y a l'aspect hyper social de Space Origin où il y a de la politique. Tu vois, hier, par exemple, on a jusqu'à 22 heures, je crois, il y a eu des discours politiques des prochains dirigeants des planètes, tu vois, on a eu Oui, il y a les élections en ce moment, ouais. il y a les élections en ce moment, donc tu vois tout ce côté-là hyper politique et super intéressant aussi sur Space Origin. On va en parler, il faut encore que je discute avec les développeurs et tout, mais puisqu'il y a des humains, eh ben, il y a des choses intéressantes à découvrir. Alors, je te coupe un petit peu. On est sur Space Origin. Toi et moi, on a
différentes manières de jouer. C'est-à-dire que moi, je suis très solo, je jouote un petit peu, je me connecte de temps en temps, plusieurs fois par jour. Mais toi, tu es quand même assez investi dans le jeu. J'aimerais que tu nous racontes, toi, ta base, comment tu la gères, qu'est-ce qui se passe. J'ai mon deuxième écran, je vois ce que tu es en train de faire. Les viewers verront ce que tu es en train de faire. J'aimerais que tu m'expliques comment tu as géré tes bases, tes notions, tes mines. Allez, vas-y, lance-toi, explique-moi tout. Pas de souci. Alors déjà, chers viewers, vous voyez là où sont mes bases. Donc vous êtes sympa, pas de missiles, pas d'armée, pas rien du tout. Je suis bien protégé, hein, donc, mais venez pas m'embêter, je fais partie d'une grosse alliance. Bref, tu vas me dire comment est-ce que je gère le jeu. Alors, j'ai déjà joué à la bêta 1, tu vois. Donc du coup, je savais un petit peu comment ça fonctionnait et du coup, j'ai pas fait certaines erreurs basiques que tu peux faire quand tu commences Space Origin. Voilà, la Et comme les première chose. miennes. J'allais pas dire ça, voyons, cher ami. Euh, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'augmenter mes mines. Je crois que je les ai augmentées jusqu'au niveau 10 avant de faire ma deuxième base, en fait. Alors, les mines, c'est ce que vous voyez, mine de neutronium, qui est extrêmement important quand on a une grosse armée. Je le disais, hein, c'est des petites différences par rapport à mes bases et aux tiennes, c'est que moi, j'ai plutôt une grosse armée qui est actuellement en route. Est-ce qu'on va la trouver? Oui, on devrait la trouver. Elle est en route vers le portail de Fahrenheit, tu vois. Je suis en train de l'attaquer. Tu vois, ma flotte est ici avec, tu vois, j'ai 722 microns level 10, j'ai 1300 alpha niveau 10 aussi, j'ai 124 cuirassés niveau 8, je crois. J'ai 111 bâtiments d'assaut qui sont des très bons bâtiments pour faire de l'attaque, qui doivent être niveau 5 ou 6, je crois, et j'ai 22 Prometheus qui doivent être niveau 3. Et tout ça, c'est des très grosses armées, et c'est une des grosses différences qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, normalement, tu vois, tu le vois sur ma mine de neutronium, par exemple, Je vois. je produis, combien je produis? 2636 tonnes à l'heure, ce qui est beaucoup hein, quand même, tu vois, c'est une mine niveau 15. Par contre, au bilan de ma base, tu le vois ici, je suis à 227,08 tonnes par heure, tout simplement parce que mon armée bouffe la quasi-totalité de mon neutronium, ce qui pose énormément de problèmes, parce que tu vois, si je veux, par exemple, faire une nouvelle mine de neutronium, eh ben, il m'en faut 40 000. Alors, Mais juste hein, une question, tu vas-y. produis pas à perte non plus, hein. Alors, je produis juste pas à perte, et c'est justement ça où il faut faire très très attention. À partir du moment où vous produisez à perte, ce qui est très possible, hein, si maintenant je lance la construction de 1000 nouveaux alphas, je vais être en perte. Tant que je vais avoir de la réserve, il ne va pas y avoir de problème. Dès que j'ai plus de réserve, que j'arrive à zéro, et que je commence à perdre mon neutronium, ben, en même temps, je vais perdre des vaisseaux. Ce qui fait qu'il faut vraiment calibrer sa flotte en fonction de sa capacité à neutronium. Et là où c'est très intéressant de jouer à un peu plus haut niveau, c'est que moi, alors je crois que c'est elle, tu la vois, c'est ma base de production neutronium, qui est Je ma la vois. base, voilà, qui est ma base numéro 3, je crois. Et donc, du coup, là, j'ai deux level 12. Donc là, du coup, je suis de nouveau à 2900, quasiment 3000 neutronium à l'heure. Et du coup, ça permet, grâce à cette base-là qui produit plus du neutronium que j'en ai besoin, à aller amener ce neutronium-là à ma base numéro 1 pour pouvoir suppléer mon armée, tu vois. Et D'accord, alors juste une question. On peut s'envoyer des ressources d'une base primaire à une base secondaire? bien sûr, c'est même absolument nécessaire. Tu vois, si tu regardes par exemple ma base numéro 2 qui est assez évoluée, j'ai deux mines de neutronium, deux mines de quartz par contre, niveau 15, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Fahrenheit est très très bonne pour produire le quartz. Chaque planète a un petit peu ses caractéristiques. Il y en a celles où c'est meilleur de faire des mines de quartz, d'autres que c'est meilleur de faire des mines de neutronium. Et Fahrenheit est très très forte en quartz. Et donc, j'ai créé deux mines de quartz. Et si tu veux, là, j'en produis 4500 par heure. Ce qui fait que très rapidement, je vais remplir mes hangars, je vais remplir ma mine et ça va se stopper. Et Alors justement, juste une question. Là, ce qu'on voit là sur ton écran, c'est ta base secondaire, c'est ta base tertiaire, c'était sur quelle planète? alors, je vais te répondre très simplement. Ici, là, en l'occurrence, je suis sur Pitcairn, donc qui est ma base principale, tu la vois ici, qui est donc celle qui est plus développée au niveau armée. Ensuite de ça, j'ai Henderson, qui est toujours sur Fahrenheit, que j'ai pas éloigné beaucoup parce que l'avantage, et c'est ça où le placement de la base est très très important, c'est que plus elles sont proches, moins tu vas perdre de temps à ramener des matériaux et des ressources entre les bases et aussi éventuellement de l'armée si tu as besoin de la protéger. Donc elle n'est pas très loin de Pitcairn, ma première base. Ma troisième base est aussi euh,
sur Fahrenheit parce que je voulais vraiment attendre que mes bases soient assez fortes pour supporter quelques attaques avant de les déplacer de planète. Donc celle-ci qui est justement ma base spécialisation neutronium, et ensuite j'ai Oeno qui elle est sur Taurus, et je crois savoir que toi aussi tu es sur Taurus. C'est ça, hein? Ouais, ouais, alors c'est pas du tout la même approche du jeu Ah non, pas du tout. qu'on a eu. Moi, je suis resté. Alors après, c'est pour les besoins de la vidéo et pour varier le visuel au niveau du let's play. Moi, j'ai commencé par améliorer certains bâtiments. J'ai commencé par les mines et je me suis vite égaré à vouloir développer mes hangars ou mes centrales. Et le but du jeu, pour moi, c'était de coloniser, de voir une autre planète. Donc, effectivement, j'ai colonisé Taurus. Et je remercie encore Space Origin qui se sont attardés sur mon cas pour pouvoir m'expliquer comment tout ça fonctionnait. Donc, là, parce que la colonisation, c'est pas simple. On a beau avoir les bâtiments à la technologie développée adéquate, c'est-à-dire un héliocentre niveau 10, un centre d'exploration niveau 10, et il me semble que c'était un marché galactique niveau 10. Si on n'a pas le centre d'espionnage développé, si on ne peut pas envoyer des drones pour explorer les zones et développer leur autonomie, il est impossible de s'installer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser quand même. Et c'est vrai que je me suis installé sur Taurus. Je suis encore en plein développement. Et c'est vrai que bah je me démène comme je peux pour avoir une base fiable sur une deuxième planète pour pouvoir me développer à nouveau et envoyer. Tiens, je vais essayer de construire d'ailleurs, puisque c'est là, je suppose que tu vois ce que je suis en train de faire, mon centre d'espionnage. Hop, et voilà, je suis en train de construire un centre d'espionnage. Mais c'est vrai que l'approche c'est pas du tout la même. Et moi, je suis beaucoup plus sur solo que sur le multi, quoi. J'interagis très très peu avec les gens qui jouent sur Space Origin. Ouais, Donc, alors, juste un petit truc, hein, je crois que tu viens de faire une erreur parce que si tu remarques, en essayant de construire sur ta base numéro 2, tu verras que tu ne peux pas construire de centre d'exploration. ah oui, d'accord, oui, d'accord, c'est ça. Donc mon centre d'exploration, si je veux explorer la Taurus, alors que je suis originaire de Fahrenheit, je suis obligé d'envoyer mes drones issus de Fahrenheit pour découvrir Taurus, c'est ça? Ou alors, tu crées, comme tu vois, j'ai 4 bases. On peut avoir 4 bases à partir du niveau 20, je crois. Quand tu as 4 bases, tu peux en faire une d'exploration où tu as 2 centres d'exploration et je crois aussi 2 centres d'espionnage qui permet justement d'espionner énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu extrêmement dynamique comparé à beaucoup de jeux que tu peux trouver comme ça un petit peu en free-to-play parce qu'il faut vraiment énormément réfléchir si tu C'est ce que veux j'allais dire. ouais, alors attention, je mettrais, il faut réfléchir quand tu veux vraiment être, on va dire, dans les 400 premiers, etc. Si tu veux faire un jeu simplement tout tranquille, etc., tu peux aussi très bien le faire sans aucun problème, en faisant des petites erreurs, ça va pas être grave. Par contre, si tu veux augmenter un petit peu ta capacité, puis jouer un petit peu stratégie, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment le placement des bases, par exemple, qui est très complexe. Tu vois, pour prendre l'exemple, moi je suis sur Taurus, c'est ma base numéro 4, donc celle qui est le moins développée Sollicité. technologiquement et au niveau des améliorations. Tu vois, moi j'ai mes mines niveau 11, 12, 11, j'ai déjà des lasers dessus, des lasers niveau 1 et niveau 2, donc pas grand-chose. Alors celle-ci, par exemple, est une base commerciale. On va peut-être en parler dans une prochaine vidéo, je ne sais pas si tu as envie de parler de trading un petit peu, mais qui est là justement pour le trading. Parce que l'intérêt d'être sur plusieurs planètes, c'est non seulement de profiter de planètes qui sont plus riches que la tienne dans une certaine ressource, tu vois, mais c'est aussi d'acheter des ressources d'un côté et de les revendre de l'autre, hein. Pour ceux qui écoutent et qui ne me connaissent pas, je suis suisse, donc tu vois le côté un peu trading, Ah acheter un ouais, truc. tu kiffes le pognon, quoi. C'est exactement ça. Alors, je vais t'expliquer, si tu veux, à quoi ça sert le pognon, mais pour y revenir, c'est extrêmement important, justement, d'être déployé sur plusieurs planètes si tu as une option trading, justement, pour pouvoir te faire beaucoup d'argent. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut beaucoup d'argent. Tu vois, c'est ma base principale. En faisant des fouilles, tu peux trouver des boosters. Alors, les boosters, c'est super génial. C'est un truc qui te permet, quand tu fais des batailles, d'avoir des avantages qui sont vraiment très, très conséquents. Les Ça peut- premiers sont à 3%, il me semble, hein. C'est-à-dire? Les premiers boosters, en fait, que tu as des missions qui te permettent de gagner des boosters
Et tu as 3% d'avantage sur tes troupes, que ce soit les alphas, les bêtas ou les cuirassés, en fonction de ce que tu récupères comme boost. Exactement. Alors, pour te donner une idée, moi, j'ai par exemple un Structure Boost V3, donc qui est la dernière, enfin, pour l'instant, en tout cas, la dernière version du boost, qui t'améliore par exemple de 10% la structure des cuirassés, ce qui est vraiment important. Un boost d'attaque qui te fait 8% sur toute ta flotte, donc c'est quand même c'est considérable, hein. Et j'ai un autre aussi qui s'appelle Viruswood Mineur, qui te permet d'aller piller dans les mines des Hoots quand tu les attaques, ce qui n'est théoriquement pas possible. Et tu vois là, par exemple, pour ce booster qui est le plus cher que j'ai, il me faudra dépenser 1 865 562 crédits pour arriver à le rechercher. Et une fois que je l'aurai recherché, j'aurai le plan, si tu veux, du machin. Et là, je pourrai en fabriquer pour pouvoir les revendre. Et tu te doutes bien qu'un truc aussi cher doit très, très bien se revendre. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il me faut avoir 1 865 000 crédits dans ma poche avant de pouvoir le faire. Et comme tu vois, là, je suis à peu près 200 000 crédits sur là. En tout, je dois être autour des 250-300 000 crédits. Donc, je suis encore très, très loin d'y arriver. Et pour ça, il faut faire du trading. Et pour ça, c'est très avantageux d'être sur plusieurs planètes à la fois pour pouvoir acheter des denrées qui sont vendues par un joueur moins cher sur une planète et le revendre sur une autre qui en manque, quoi. Alors, je vais faire une petite parenthèse, à savoir que les boosters ne peuvent être trouvés ou recherchés qu'avec des crédits, pas avec des ressources. On est d'accord? Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important aussi, si tu as une optique de faire des boosters ou pour toi, ou pour ton alliance, ou alors si tu as envie d'en vendre pour gagner encore plus d'argent, il faut absolument avoir des crédits. Et les crédits de base sont pas évidents à trouver. Tu peux en trouver par les fouilles aussi, mais ça demande un temps de jeu plutôt élevé et franchement, c'est très très chiant. Donc, il y a un des bons moyens, c'est justement de faire du trading. Et puis, tu le sais, c'est un jeu vidéo économique. Donc, plus tu as d'argent et plus tu peux générer d'argent, hein. C'est comme dans la vraie vie, plus tu es riche, plus tu peux devenir riche. Et c'est la même Ouais. chose sur Space Origin. Et c'est souvent les premiers centaines de milliers qui sont un petit peu compliqués à faire. Sinon, tu peux faire beaucoup, beaucoup de profit, quoi. Alors, à savoir qu'il y a quand même des events qui permettent de récolter certaines denrées et de s'enrichir plus vite. Oui, effectivement. Par contre, sur les events, il faut être un joueur plus que régulier pour y aller, hein. Je veux dire, c'est clairement pas en jouant 2 heures que tu vas pouvoir remporter les ventes et pouvoir te faire de l'argent grâce à ça, hein. Donc, c'est Ouais, possible, mais il faut jouer, quoi. ouais, faut être connecté. Moi, je me souviens des premières events où il fallait récolter des ressources. Il y avait des pluies de météorites ou des pluies de denrées qui nous permettaient de récolter des ressources. Certaines avaient lieu à 5h30 du matin, d'autres à 7h30 du mat, d'autres à 23h30. C'est sûr que si on est en train de faire autre chose, on passe à côté. Ouais. Par contre, c'est extrêmement profitable quand on est dessus, notamment les pluies de pépites. Alors, j'en ai pas vu depuis un moment pour les hauts levels comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire plus du level 15, je crois. Par contre, pour les petits levels, ils le font régulièrement pour justement que les gens puissent avoir des ressources, entre guillemets, gratuites et puis pas avoir une trop grosse différence entre les gros joueurs et les petits joueurs, quoi. C'est une bonne chose. L'équipe de Space Origin fait un boulot vraiment énorme et je trouve que c'est un jeu hyper intéressant. Avec des aspects sociaux et vraiment importants. Et franchement, quand tu as 4 bases, tu vois, et tu peux en avoir plus dans le jeu, hein, c'est-à-dire qu'au niveau tranche, je pourrais en avoir une cinquième, tu as vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Et il suffit qu'il y ait une petite guerre en préparation ou un truc comme ça pour que tu doives complètement changer ta stratégie, parfois sur les 4 bases en même temps. Donc, si tu as envie d'être pris par ce jeu, tu peux vraiment l'être, quoi. C'est pas, j'ai déjà joué à d'autres jeux Ah, de. mais même quand t'as pas envie, hein, de toute façon, t'es pris par le jeu, hein. Moi, je me suis surpris. Space Origin, à la base, c'est une découverte de ma part parce que je fais des jeux gratuits, voire sur navigateur, d'où l'interactivité. Pas besoin de télécharger parce qu'il n'y a pas besoin de le télécharger ce jeu. Il y a juste besoin de créer un compte. J'ai commencé à y jouer pour le présenter et je me suis vu coincé parce que les gens apprécient. Je fais un let's play aujourd'hui dessus et je suis obligé d'étudier le jeu et de me perfectionner dedans pour pouvoir présenter des choses nouvelles.
Ouais. À noter aussi, c'est à mon avis, tu me diras peut-être le contraire parce que tu connais mieux ces jeux vidéo que moi, mais c'est à mon avis le seul jeu où tu as des sessions live qui sont organisées par les développeurs, c'est-à-dire que les développeurs font des interviews de gens qui se présentent à la politique, les développeurs expliquent les systèmes de combat, expliquent la diplomatie, expliquent toutes ces choses-là. Il y a un vrai côté, tu sens que les développeurs sont là, ils te répondent, etc. C'est peut-être parce que c'est le début, j'en sais rien, hein, face que ça dure, mais je trouve que c'est assez extra, quoi. Je suis vraiment séduit déjà pour la bêta 1. C'était comme ça, on avait eu un super feeling avec ces développeurs et aussi c'est aussi pour ça que tu as envie de t'investir dans un jeu où eux s'investissent énormément et où ça peut normalement que devenir meilleur, quoi. Alors faut le dire déjà, c'est un jeu qui est français, cocorico, etc. Et ouais, Faut le soutenir parce que franchement, je pense que alors c'est traduit en plusieurs langues, hein, Space Origin, est-ce que j'ai pu voir sur les pages de renseignement. à J'espère mon que avis, ça ça vient. va être traduit. Je crois pas que c'est traduit encore, hein. Mais Alors au niveau des tutos aussi. Moi j'ai vu, enfin je suis ah allé ouais. sur certaines pages. Alors après, est-ce que ça appartient spécifiquement à Space Origin ou c'est des fans se sont chargés de la traduction, j'en sais rien. Mais renommée internationale oblige, hein, je pense que c'est un jeu qui va se développer bah, sur la planète, hein, on va dire. De toute façon, ça parle de galaxies, etc. Il a beaucoup d'avenir et c'est vrai que il y a beaucoup d'interactivité, entre autres avec les développeurs, ce qui mérite d'être souligné. Ils sont vraiment à notre disposition. Moi, je me suis surpris sur Twitter à avoir du mal à coloniser Taurus, par exemple. Il y a eu tout de suite quelqu'un pour me répondre et me guider et entrer sur mon compte pour voir qu'est-ce que je comprenais pas, pour m'aider à comprendre. Et franchement, ça, plus un. J'ai envie de dire plus un parce qu'ils sont vraiment à la disposition, alors je dirais pas du client, mais du joueur. C'est une déformation professionnelle, j'ai trop fait de vente quand je dis client, mais ils sont vraiment à la disposition du joueur et ils sont à l'écoute de tout problème rencontré par les participants afin d'améliorer le jeu et de lui proposer un devenir meilleur. Ouais, exactement. Et en plus de ça, comme tu disais, il y a un vrai contact et tu vois qu'ils adorent ce qu'ils font et tu vois que je sais pas si tu en as parlé vraiment, mais il y a des choses comme la quête des origines, etc., des vraies interactions avec les développeurs et des vraies recherches qu'il y a à faire sur le jeu qui sont hyper sympas et que là encore, j'ai rarement vu sur d'autres jeux. Je sais qu'ils maîtrisent aussi, enfin qu'ils essayent de vraiment de bien maîtriser la communauté. Le problème de ces jeux en ligne, on va pas se cacher. Moi, tu vois, j'ai 30 ans, il y a des gamins qui jouent à ce genre de jeu, tu vois, qui ont 12 ans, 15 ans, qui sont pour certains des petits cons, il faut l'avouer, tu vois, qui jouent pas très bien dans le sens où ils vont insulter les gens, ou ils Ils vont vont pas faire. faire long feu, j'ai envie de te dire. Eh ben, il y a des jeux quand même qui sont gratuits, qui justement où ces gens-là font long feu parce qu'il n'y a aucun contrôle entre guillemets sur la communauté. Et là, Ah, en au tout niveau de la cas, modération, tu veux dire? au niveau de la modération, justement. Par exemple, moi, pour te faire, je sais pas, je crois que j'ai dit un truc du genre, si quelqu'un fait ça, c'est qu'il se comporte comme un connard. Donc, et je visais plus ou moins un certain groupe de personnes sur Fahrenheit. Je me suis fait reprendre par la modération en disant, écoute, voilà, voilà, Évite connard, de ça dire suffit. des gros mots. Ouais, non mais tu sais, alors ça paraît idiot, puis c'est vrai que c'était pas méchant et c'est juste des alliances qui sont en guerre, donc c'est pas. Mais tu vois, quand c'est pris à ce niveau-là et où même nous, des fois, ça nous arrive à sortir ce genre de truc, ça pousse tout le monde à avoir un langage un peu plus évolué, on va dire, à faire du troll un petit peu de temps en temps, mais sans que ce soit trop abusif. Et je pense que le fait de garder un petit peu dans les lignes, c'est très important. Tu as sûrement joué à LoL aussi, hein, à League of Alors, Legends, et c'est une des communautés on sait tous que c'est une des communautés les plus détestables au monde. Et moi, personnellement, League of Legends est un jeu qui m'intéresse plus ou moins. Mais pour jouer avec des gars comme ça aussi détestables, j'ai tout simplement pas envie de jouer à ce jeu. Et comme Space Origin est un jeu très très social, le fait qu'ils maintiennent un certain ordre, je trouve ça vraiment génial et ça va vraiment être garant de la qualité des joueurs qu'il y a. Euh, et on est 8000 hein, sur cet univers. Il va y avoir plusieurs univers, donc ça va être chaud pour eux à contrôler tout ça, mais je trouve qu'ils font vraiment très très bien leur travail. alors, je vais faire des petites parenthèses parce que Vas-y. t'as parlé de LoL. Euh, LoL, par exemple, ouais, la communauté est vaut ce qu'elle vaut. Après, c'est comme Internet. Internet, il est constitué des gens qui la constituent.
Donc tu as des gens bien qui sont polis et tu as des gens un peu moins bien qui sont mal polis. Donc après, c'est facile de se laisser influencer. Je pense qu'il y a des gens très bien dans tous les domaines. LOL, moi j'y ai pas joué parce que le MOBA je découvre. Par contre, je glisse la petite quenelle. Si tu veux faire un MOBA qui va disparaître au mois d'août, le 14 août, je te conseille Infinite Crisis, qui est un jeu sur les super-héros, quoi. C'est un MOBA avec Superman, Batman, etc. Tu disais autre chose au niveau de la communauté et du parler. Je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, si c'est important de savoir soi-même se modérer, parce que sinon, c'est vrai qu'on peut engendrer bah, la colère et forcément un parler beaucoup moins châtié qu'il se devrait que d'avoir pour pouvoir communiquer ensemble. C'est ça, puis tu vois, on a des situations quand même. Ce qui est amusant, en fait, c'est que, bien sûr, je crois qu'on n'a pas vraiment parlé de guerre, mais il y a quand même un côté guerrier très important sur Space Origin, hein. Si on a des flottes avec des milliers de vaisseaux, c'est quand même pas pour qu'elles dorment dans nos hangars. Et donc, le côté social, c'est souvent ça qui enclenche les guerres. Et ce qui est marrant sur un jeu comme ça, c'est quand les guerres, elles se font entre guillemets, respectueusement d'un côté comme de l'autre, même s'il y a toujours un petit peu du trolling, même s'il y a toujours des gens qui s'énervent un petit peu entre eux. Mais tant que ça reste respectueux, ça va. Et le fait justement de un petit peu de couper les bords en disant là, tu as été trop loin, etc., ça permet d'avoir un climat qui est vraiment sain sur le jeu, même si c'est vrai qu'on a vu une différence euh, avec le début. Toi, tu n'étais pas là à la bêta, mais à la bêta, on était quelques centaines, c'était beaucoup plus petit. Ça a fait des grosses guerres aussi, mais il n'y avait pas ce genre de problème. Là, on a un petit peu plein de gens qui arrivent, qui connaissent pas forcément. Et il y a des gens, notamment, ça se voit chez les jeunes joueurs, principalement, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des jeux sociaux, en fait. Si tu veux, on a eu des gars qui sont arrivés sur Fahrenheit, par exemple. Je sais pas si tu étais en ligne sur le chat quand c'est arrivé, mais qui disaient ouais, je viens d'arriver sur Fahrenheit, je vais tous vous éclater vos vaisseaux. Puis nous, on était là, on Petit disait rigolo, ouais. ouais, écoute, tu as le droit de faire la guerre, mais accessoirement, enfin, on en parlera dans le podcast sur l'anthropologie de Space Origin, mais chaque planète, elle a un petit peu son climat, on va dire, météorologique, mais aussi son climat social. Ouais, d'où Et l'intérêt des alliances, justement, c'est vas-y, viens m'attaquer, mais tu sais pas qui est-ce qu'il y a derrière, quoi. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. Viens me casser la gueule, mais je connais machin, machin et machin, quoi. à Donc part que fais ça, c'est attention, super quoi. intéressant. Euh, les jeunes joueurs, justement, vont avoir tendance à taper un petit peu sur n'importe qui parce qu'ils comprennent pas comment le jeu fonctionne. Et puis Et c'est très, si je te coupe, puis vas-y. c'est une conception, je veux dire, qui est très égocentrique. Je veux dire, c'est comme avec l'âge, on devient empathique en vieillissant, quoi. On s'intéresse à l'autre en vieillissant. Quand on est assez jeune joueur, on voit les choses de notre propre point de vue, quoi. Donc j'arrive sur Space Origin, je me construis mes vaisseaux, je vais attaquer le voisin. Sauf qu'il y a une dimension qu'on n'a pas calculée, c'est que le voisin, il a des alliances, il a des alliés. Et même si lui est pas forcément très fort, il peut être allié avec des gens qui vont te faire la misère parce que tu l'as attaqué. Et le pire, c'est que le jeu des alliances est très compliqué sur Space Origin. Euh, les alliances, entre elles, peuvent être alliées. Ce qui fait qu'en attaquant une alliance, tu vas dire j'attaque, je sais pas, 10 ou 15 joueurs, alors Une qu'en réalité, confédération. ouais, alors qu'en réalité, tu peux en attaquer de 150 d'un coup, sans compter que l'alliance comme la nôtre, par exemple, qui est une alliance interplanétaire, euh, en réalité, avec parfois une petite connerie, et c'est là que c'est très rigolo parce que ça demande de la gestion humaine, tu vois. Par exemple, tu vas dire, ça nous est arrivé dans notre alliance d'avoir des demandes de joueurs pour venir rentrer, puis en les questionnant un tout petit peu parce que on a eu des joueurs un petit peu trop nerveux, on va dire, qui sont venus dans l'alliance et qui nous ont causé énormément de problèmes. On discute un petit peu avec eux pour savoir s'ils sont nerveux, parce que si le gars est un petit peu trop nerveux, puis que sur le chat, une fois, il y en a un qui dit ah, j'ai espionné ta base, elle est toute pourrie, le gars s'énerve, déclenche une guerre, ben paf, ça fait une guerre interplanétaire en un seul coup, parce que quelqu'un n'a pas pu gérer un petit peu ses émotions devant un jeu vidéo. Et c'est là aussi que c'est hyper passionnant. Sur Fahrenheit, ça doit faire à peu près une semaine ou 2 semaines qu'il y a une alliance un petit peu qui attaque tout le monde. Ça fout un bazar pas possible. Et c'est ça qui est rigolo aussi, en fait. Enfin, tant que tu le Alors, prends seulement pour un jeu vidéo, bien sûr. alors moi, je peux l'illustrer parce que j'ai créé une alliance, j'ai eu différents membres, j'en ai eu jusqu'à 5. Je développe comment ça s'appelle, mon centre diplomatique pour en avoir plusieurs. Ouais. J'ai pas beaucoup d'interactions avec les gens de mon alliance, mais à la fois les gens qui viennent jouer avec moi, c'est les gens qui ont envie de jouer tranquille. Ils ont vu mes vidéos, ils ont vu la manière dont je jouais.
Ils disent, oh, lui, il se prend pas la tête, on va faire partie de son alliance parce qu'ils veulent pas rentrer en guerre. Par contre, dans le tas, j'ai eu un joueur qui me disait, mais moi, j'ai envie de jouer agressif et je vais, à partir du moment où les gens ils sont plus protégés par la police, je vais me la jouer agressive. Bon, bah, écoute, comme tu veux. Moi, je préfère être, par exemple, la manière dont je joue, parce que je joue de manière très ponctuelle, et j'y vais tous les jours, mais je joue pas longtemps sur Space Origin, donc je développe mes mines, etc. Je fais mes améliorations de bâtiments, donc je suis très très solo comme joueur pour l'instant. Je m'intéresse pas du tout au chat ou à la politique. Le fait d'avoir un joueur comme ça qui voulait interagir avec les autres, qui voulait beaucoup attaquer les autres, bah, ça fait qu'il est parti de lui-même adhérer à une autre alliance, que je comprends tout à fait, parce que ma manière de jouer lui correspondait pas. Mais il est parti adhérer à une autre alliance pour pouvoir faire ce qui lui plaisait. Et parce qu'il a bien vu que ma manière de jouer, elle était beaucoup plus diplomatique que agressive. Mais après, ça, justement, je veux dire, alors j'ai envie de dire toute l'étymologie, mais c'est pas le mot exact. Mais c'est toute la diversité de ce qui constitue Space Origin, c'est-à-dire que des joueurs, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec Internet. Internet est constitué des gens qui la constituent. Space Origin est composé des gens qui jouent aux jeux vidéo sur Internet, et on a des tempéraments différents. Donc, bien sûr, il y a des gens qui vont jouer beaucoup plus le multijoueur, parce que c'est un jeu qui est multijoueur, c'est un RTS, un jeu de stratégie en temps réel. Mais il y a aussi des gens comme moi, ou comme la personne que je cite, qui vont pas jouer de la même manière, donc qui vont avoir un objectif sur le jeu, sur la manière de jouer, et il va falloir qu'ils trouvent des partenaires avec qui il va s'entendre pour pouvoir jouer de la même manière. Ouais, exactement, ouais. Tu as des alliances d'ailleurs, si vous recherchez une alliance, vous qui écoutez, hein, tu as des alliances qui affichent officiellement leurs besoins ou leur envie d'aller piller des gens. Tu en as d'autres qui sont très très diplomatiques. La nôtre, par exemple, s'appelle la Confédération minière intergalactique. Enfin, Ah, c'est toi? c'est nous. Alors non, nous, Ah, d'accord. on fait partie de la commission minière de Fahrenheit, vu qu'on est à Fahrenheit. Et notre mission, en fait, c'est plutôt justement de pousser les mines et de pousser le commerce. Et notamment, ce qui est très intéressant, comme il y a des vraies dynamiques commerciales sur Space Origin, il y a moyen, si tu es assez de joueurs avec assez de ressources, de pouvoir s'emparer entre guillemets de l'économie d'une planète et ça c'est plutôt intéressant et c'est un angle que certaines guildes peuvent vouloir prendre, tu vois, genre avoir le monopole de certaines denrées ou de certaines ressources ou des choses comme ça. Et t'en as d'autres qui vont juste vouloir aller se battre, t'en as d'autres comme toi qui vont avoir un jeu plutôt tranquille. En fait, t'en as d'autres qui ont vraiment un jeu extrêmement politique. C'était le cas hier soir, encore une fois, dans ces vidéos politiques, où tu as des joueurs qui vont avoir des bases qui sont pas forcément extrêmement grandes, extrêmement étendues, parce que leur but, c'est de devenir empereur de leur planète. Et donc, ça leur prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de social, tu vois, c'est aider des joueurs sur ta planète pour ensuite éventuellement qui votent pour toi. C'est avoir une grande connaissance des chefs des grandes alliances et des petites alliances de ta planète pour pouvoir t'assurer d'avoir leur vote ou leur soutien. C'est aussi un gros besoin économique parce que ça coûte très cher des élections. Donc, du coup, ça demande d'avoir des amis un petit peu partout. Entre guillemets, tu as vraiment plusieurs façons de jouer au même jeu et c'est ça qui est aussi passionnant. Et tu en as par exemple que la politique n'intéresse pas du tout, ils vont même pas aller voter, exactement comme dans la vraie vie. Je trouve ça très très drôle, quoi. Alors, il y a un truc que je voulais préciser, c'est que quand même la manière de jouer, alors t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec moi, c'est juste un point de vue, c'est que ça se fait d'abord au point de vue de la sélection des races. Alors que moi j'ai choisi un Prométhée parce que je savais que j'allais être plus sur la défense, j'allais plus plutôt être tranquille, mais j'ai vu des programmes électoraux, c'est les Colossus. Les colosses. Les Colosses, ouais, Colossus, c'est un X-Men, ouais. Autant pour moi, ça, c'est ma déformation professionnelle liée à ma passion, Marvel. Mais les Colosses, là, je vois dans mon dernier épisode, j'ai lu le programme d'un colosse qui disait, ouais, rien à péter, je suis colosse, votez pour moi. On va aller soumettre les races inférieures et on va coloniser toutes les planètes et on va devenir les plus forts du monde. Donc ça, on est dans un type de jeu qui est très agressif, au détriment des Prométhées qui sont très sur la défensive. Quand vous voulez, alors mon point de vue toujours, quand vous voulez jouer tranquille, etc., solo, pas trop rentrer dans le chat, mais l'un n'empêche pas l'autre,
plutôt choisir un Prométhée qu'un Colosse. Le Colosse, c'est quand même celui qui va développer les vaisseaux, partir en attaque, défoncer la gueule aux Woods, défoncer la gueule de ses voisins, et sachant que l'intermédiaire, j'ai oublié le nom de l'espèce, mais voilà. Toi, quel est ton point de vue sur les trois races et sur la manière de jouer? Est-ce que ça fait vraiment une différence ou pas du tout? Ça fait carrément une différence, notamment au niveau de la production chez les Prométhées, par exemple, qui est meilleure, et le commerce aussi, qui est bien meilleur. Par exemple, alors je pense pas que toi tu l'as développé, hein, mais je vais profiter de vous le montrer, vu que la caméra est sur moi. Un des bâtiments spécifiques que vous pouvez avoir, c'est le bouclier quantique, qui est un bouclier qui est extrêmement puissant, qui est un deuxième bouclier sur votre base. En réalité, vous pouvez avoir 3 boucliers sur votre base. Vous pouvez avoir le bouclier d'énergie, qui est le premier bouclier du jeu. Alors déjà, si vous en avez 2 de bon niveau, c'est déjà pas évident de venir vous attaquer. Si en plus de ça, vous avez un bouclier quantique, qui améliore aussi une foule de choses, la vitesse des cargos, la vitesse des tourelles, le prix de certaines choses, c'est extrêmement important. Et puis vous avez ensuite, dans les vaisseaux, vous avez le Prometheus, qui est un magnifique vaisseau, essentiellement et effectivement protection. Si vous avez joué à World of Warcraft, globalement, le machin, c'est un tank, quoi. C'est un truc qui va prendre la majorité des dégâts, qui va bien protéger vos armées derrière. Ça change aussi la façon dont vous vous battez, en fait, la race que vous prenez. Ceci dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu peux faire Colosse en étant un joueur irrégulier. Tu feras une flotte assez grande et puis tu iras faire du pillage, là où le Prométhée, pardon, va peut-être en faire un petit peu moins. C'est vrai qu'en étant Prométhée, comme tu peux vraiment bien protéger ta base avec ses boucliers, avec ses Prométhéeus, etc., ça te permet d'être beaucoup moins attaqué. Si tu es Colosse, parce que c'est le jeu qui le veut, tu vas avoir peut-être beaucoup plus tendance à te faire attaquer. Donc, c'est mitigé. Moi, par exemple, je suis Prometheus, ça m'empêche pas du tout de faire énormément de pillage parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, oui et non, c'est plus une question de tactique. Par contre, j'ai vu des programmes politiques comme toi, les colosses ont tendance à être plus nerveux, donc c'est les joueurs plus nerveux qui les prennent, donc c'est souvent avec des colosses qu'on a des problèmes. Les Prométhées vont dire ouais, non, mais on veut pas de guerre en fait, parce que ça nous fait perdre plus d'argent que ça nous en fait gagner, tu vois, donc on va rester chacun chez soi et puis on va augmenter nos mines, tu vois. C'est marrant. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose que tu m'as dit en off, j'ai toujours un petit écho. C'est que en fait, il y a beaucoup de choses qui se gèrent entre joueurs via le chat. C'est-à-dire que quand il y a des guerres, machin, attaqué, machin, plutôt que de lui renvoyer une armée pour lui taper sur la gueule, les choses vont se régler en interne, c'est-à-dire par le dialogue. Alors justement, je vais te prendre un exemple qui était assez fou, et ça c'est vraiment un truc génial, encore une fois, sur Space Origin, c'est qu'il y a des outils qui sont faits dans le jeu pour pouvoir parler avec des gens différents, que ce soit au privé, parler à des groupes de gens, parler à des planètes, parler à toutes les planètes. On a eu par exemple la situation où notre ancien chef d'Alliance a pas mal merdé au point de vue diplomatique. Il a dérangé des gens, il s'est un petit peu énervé, il a envoyé des vaisseaux de combat, bref, c'était un petit peu la catastrophe dans notre alliance. Du coup, il y a un chef de guilde d'alliance, je parle tout le temps de guilde parce que j'ai l'habitude de voir dans Warcraft, qui a pris un petit peu les rênes de tout ça, et puis on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va régler ces problèmes? Alors du coup, on a créé un chat sur le jeu où on pouvait parler avec les maîtres d'autres alliances. Donc nous on était en spectateur, on regardait ce qui se disait. Donc on avait 2 fenêtres de chat qui étaient mises, une fenêtre seulement de notre alliance où on discutait, on disait attends, dis pas ça, ou calme-toi, ou il faudrait que tu lui proposes ça. Et si tu veux, il y avait vraiment l'aspect un négociateur et un négociateur qui parlaient, et puis de chaque côté, les négociateurs entre eux parlaient avec leur alliance pour savoir quoi négocier. Donc en fait, tu te retrouves dans des situations, et c'est ça que j'adore sur Space Origin, qui ressemble quand même beaucoup à la réalité des négociations, en fait, où tu as 2 représentants qui essayent de fixer un petit peu les lignes. Est-ce qu'on fait la paix? Est-ce qu'on reste pacifique? Est-ce qu'il y a un échange de ressources au niveau des alliances pour égaliser les pertes qu'il y a eu? Et les alliances elles-mêmes qui parlent entre elles, c'est un aspect
vraiment génial. Alors là, c'est vraiment quand même pour les joueurs qui passent un petit peu de temps, parce que si tu vas une fois par semaine dans le jeu, tu vas pas remarquer qui c'est qui est en guerre avec qui, quelles sont les personnalités fortes de la planète, etc. Donc ça va être plus compliqué, mais c'est un aspect social. Si tu as envie de le jouer, tu peux vraiment le jouer, quoi. On est limite dans l'anthropologie du jeu, là. Limite, mais écoute, c'est pour ça que ce jeu-là m'intéresse énormément aussi. Les comportements humains, globalement, sont pas forcément différents dans un jeu que que dans la réalité. Tu vois, on a vu les programmes politiques de hier, et je veux dire, un de mes trucs, maintenant que j'ai un petit peu des connexions avec des anthropologues, ce serait de faire analyser ces discours politiques par un anthropologue politique. Ça serait super intéressant, et tu verrais qu'il y a probablement beaucoup de chances pour qu'il y ait très peu de différence entre le système politique de Space Origin et le système politique d'un pays, à part les applications, bien sûr, parce que dans un vrai pays, si on fait une connerie, il y a des gens qui meurent. Sur Space Origin, il y a des vaisseaux qui s'éclatent, c'est pas trop grave, quoi. Ouais, limite, en fait, c'est beaucoup plus facile sur un jeu vidéo que dans la vie de tous les jours. Ben, je pense que alors, c'est mon avis très personnel, puis on rentre encore dans l'anthropologie, mais j'ai jamais compris pourquoi on ne demandait pas aux politiciens tu sais, avant de voter pour eux, de dire, ben écoute, va faire un tour sur SimCity, sur Age of Empires ou sur Space Origin, pourquoi pas. Montre-moi si tu arrives à faire une économie stable. Et une fois que tu arrives dans un jeu vidéo, peut-être qu'on va te laisser faire ça dans la réalité, tu vois. Ça n'a aucun sens de donner à des gens potentiellement des millions d'euros, etc., pour gérer un pays, alors que les mecs seraient incapables de gérer une planète. Alors, dans la réalité, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Mais ça demande une vraie gestion. Et en l'occurrence, par exemple, si tu parles de l'empereur d'une planète sur Fahrenheit, c'est un empereur qui a la possibilité de déclencher des guerres intergalactiques, c'est un empereur qui a la capacité de gérer l'économie d'une planète, c'est-à-dire de saigner les joueurs, par exemple, qui peut le décider d'avoir des taxes beaucoup trop hautes qui poseraient beaucoup de problèmes. C'est un joueur qui peut favoriser l'immigration ou pas. C'est un joueur qui peut favoriser le pillage sur la planète ou pas. En bref, l'empereur a un énorme pouvoir décisionnel, et l'empereur peut se faire jeter de sa propre planète, puisqu'on peut décider d'être rebelle si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc l'empereur doit jouer au niveau politique, tu vois, il doit à la fois faire quelque chose qui fonctionne et en même temps satisfaire les électeurs qui sont les joueurs de sa planète. Donc en réalité, les problématiques sont plus ou moins les mêmes qu'en réalité, sans doute moins complexes quand même, mais ça s'approche vraiment de la réalité, quoi. Tout dépend du taux de corruption. Alors j'ai un écho, hein, je suis désolé, je me reprends. Mais c'est comme si on demandait à un chef de guerre d'apprendre à jouer aux échecs avant d'envoyer ses soldats envers un pays. Mais je pense que c'est nécessaire, personnellement. J'ai aucun doute là-dessus, tu vois. Si tu prends l'exemple des jeux vidéo de voiture, par exemple, maintenant, tu as des simulations qui sont assez précises pour pouvoir dire à un gars, ben voilà, pilote-moi cette voiture sur ce circuit en jeu vidéo, et puis ensuite, si tu arrives à avoir un bon temps, on va te donner une vraie voiture pour aller le faire, et souvent, les différences au niveau du temps du tour, par exemple, sont de moins d'une seconde. Donc, on approche vraiment beaucoup de la réalité. Si on parle des avions, par exemple, on ne dit jamais à un pilote ah ben écoute, tiens, je te donne un Airbus à 380, amuse-toi avec. Donc qu'est-ce qu'on lui fait? On l'amène dans une simulation, on le fait travailler pendant des centaines, des milliers d'heures, et puis quand le mec est capable de réagir à toutes les situations catastrophiques qui peuvent se passer, on lui file un vrai Airbus à 380, puis on lui dit bah maintenant tu peux vraiment voler. À mon avis, on devrait faire la même chose d'un point de vue politique, mais bon, là, on est peut-être vraiment trop dans l'anthropologie puis dans les avis personnels pour aller plus loin. Mais ça vient parce que les FPS ont trop de cette utilité, hein. Les FPS dans l'armée, oui. Ouais, les FPS dans l'armée. Et il y a des jeux qui sont issus des jeux de l'armée et qui sont traduits en FPS plus tard. Exactement. Et puis, tu avais peut-être entendu cette anecdote. Alors, on ne sait jamais. Pardon. Excuse-moi. Et tous crèvent de ton cancer. Je suis en train de mourir. En plus, je fume pas et je meurs. Non, ce que je voulais dire, il y a cette anecdote-là d'un maître de guilde sur World of Warcraft qui gérait des raids de 40 personnes. Qui a un de ses il cherchait du boulot, et puis un de ses joueurs a dit, ben écoute, moi je te prends volontiers comme chef dans mon entreprise parce que tu arrives à gérer 40 personnes sur un raid de plusieurs heures, tu arrives à le faire plusieurs jours par semaine. Pour moi, ça fait aucun doute que tu arrives à maîtriser une équipe sur un travail concret dans la vraie vie, on va dire. Et ouais, les parallèles peuvent être faits, ils sont déjà là, quoi. Ah mais Internet c'est le futur, hein. Internet c'est le futur. Je fais une parenthèse.
vois, moi, j'ai une chaîne YouTube pour le loisir, mais je connais beaucoup de gens qui ont commencé, des YouTubeurs qui sont connus, mais je vais pas les citer, qui ont commencé par faire leur petite chaîne YouTube et aujourd'hui, ils fédèrent des corporations, c'est-à-dire qu'ils ont adhéré à des entreprises, ils ont un travail qui leur est propre, qui est en dehors de YouTube, mais c'est grâce à YouTube qu'ils y ont adhéré. Ils se sont fait remarquer à ça, grâce à ça, quoi. Donc YouTube peut être une chaîne YouTube, peut être un CV, par exemple. Et Ah le ouais, fait de clairement. savoir jouer à un jeu euh, peut être aussi représentatif. Euh, comment je pourrais dire les choses d'un état d'esprit. Tout à fait. Non, je te rejoins clairement et c'est pour ça que je sais pas si tu l'as vécu en vrai aussi, mais quand tu te connais sur un jeu vidéo avec quelqu'un et puis que le courant passe bien, tu parles, c'est sympa, la personne a l'air sympathique, c'est quand même assez rare que dans la vraie vie, la personne soit complètement différente. Il y a, globalement, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui se comporte comme un connard sur Space Origin, il y a de fortes chances que ce soit aussi un petit peu un connard dans la vraie vie. Quelqu'un qui est sympathique, qui aide les autres sur Space Origin, il y a des chances qu'il soit la même chose dans la vraie vie. Faut quand même noter que Space Origin a un côté RP un petit peu si on en a envie. Et c'est vrai que quand on joue à un jeu de rôle, on peut être un vrai enfoiré dans un jeu vidéo et être quelqu'un de tout à fait normal dans la vraie vie. Donc il y a des limitations à poser, mais il y a des gens que j'ai pas envie de rencontrer, que j'ai rencontrés dans des jeux vidéo, et des gens que j'ai rencontrés parce qu'ils étaient super sympas en jeu vidéo et où effectivement c'était génial, quoi. Donc les parallèles sont toujours là. On se cache derrière les jeux vidéo, mais ça reste très très proche du réel. Tout dépend si c'est un exutoire ou si c'est représentatif de ta personnalité. C'est Exactement. là où il faut faire la part des choses, quoi. Ah bah oui, oui, c'est clair. Mais ça peut être un bon catalyseur de relations humaines, en fait, je pense. Donc, attends. Là, on doit être à peu près à 20 minutes de vidéo, facile. Mhm. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses que tu veux continuer de développer? Ou est-ce que on fait une fin, on arrive vers la fin, on conclut? Ben, je te propose que dans une des prochaines vidéos, on parle un petit peu du premium. Je t'avais proposé ça comme sujet parce que Space Origin est un jeu, on l'a dit, très complet, etc., avec beaucoup d'aspects. Je le trouve extrêmement intéressant. Mais tu te doutes bien que les développeurs, etc., s'ils ont envie de manger des pâtes le soir en rentrant et puis de rentrer quelque part où il pleut pas, ils doivent gagner de l'argent. Et donc, ce serait intéressant peut-être de parler un petit peu de comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent sur Space Origin, notamment au niveau du premium. Qu'est-ce que ça fait? J'ai le premier Ultimate, donc le plus cher. Et oui, le Suisse a l'abonnement le plus cher. Je suis désolé euh, de rentrer dans les lignes comme ça. Mais il y a des options qui sont extrêmement intéressantes, notamment au niveau commercial, au niveau trading. Et ça serait sympa quand on en parle dans une vidéo, peut-être pour que tes viewers voient un petit peu à quoi ça ressemble de jouer en premium sur Space Origin. Ça peut les intéresser, notamment quand tu sais que les pulsars, tu peux les gagner autrement qu'en dépensant de l'argent. Bref, je te propose ça comme prochain sujet, mais ça fait peut-être un petit peu beaucoup, trop Oh, c'est riche gérable. pour une seule émission. C'est gérable. À mon avis, c'est gérable. Moi, j'ai envie de m'attarder aussi sur le fait que le free-to-play, c'est rentable. Donc, Ah, c'est clairement, quelque chose. c'est ce qu'il y a de beaucoup plus rentable que les jeux normaux, hein. Dans les jeux qu'on paye chaque mois, par exemple, il y a World of Warcraft qui est toujours là et qui a toujours des millions de joueurs. Mais on se souvient, je ne sais pas si tu avais joué à Star Wars The Old Republic, qui était un jeu qui avait beaucoup Alors, d'imperfections. je l'ai, mais j'y ai pas joué. Ah, bah écoute, l'aventure solo est vraiment très intéressante. Après, il y avait beaucoup de problèmes dans le endgame, notamment si tu venais de World of Warcraft qui était beaucoup plus riche. Mais dans l'idée, ils ont vu que ça fonctionnait pas, c'est-à-dire que les gens ne rachetaient pas d'abonnement. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont clôturé tout ça, free to play, et ils ont fait un cash shop. Et c'est pas les seuls à faire ça. On peut citer LoL, hein, qui est le jeu le plus joué, un des jeux les plus joués au monde, qui est aussi en free to play et Avec qui rapporte Minecraft, oublie pas Minecraft. avec Minecraft, c'est le Minecraft. jeu le plus joué au monde. Exactement. Par contre, je sais pas s'ils se font autant d'argent que LoL. Depuis Microsoft, j'en sais rien, mais c'est 48 millions de têtes, hein. C'est 48 millions de comptes créés sur Minecraft Ah, de l'année compte, mais dernière. est-ce que les gens ont payé, tu vois? Moi, j'ai payé Minecraft, mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je suis pas certain. Je sais pas, mais à la fois il y a des étapes, hein, pour dire la vérité. Moi, j'ai commencé Minecraft avec une version d'essai pour dire les choses correctement, et j'ai fini. Alors, on me l'a offert. Et Mhm, je regrette pas du tout d'avoir une version payante de Minecraft parce que ça permet beaucoup de modération, de mode, mhm. pas de modération mais de mode, donc d'amélioration. Et mais ça c'est encore un autre sujet. Sur ce, moi je te propose qu'on conclue ici la vidéo.
parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Exactement. Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode. Exactement, avec plaisir, Mister Nose. Merci de l'invitation. On se revoit sur VoyageCast ou sur ta chaîne ou sur Anthropodcast, on ne sait pas, mais on se revoit sur le net avec grand plaisir. Ok, à très bientôt. Ciao, Des ciao. bisous. Ciao, ciao, bye. Ok, nickel. Nickel. Alors dis-moi si ça le fait. Ah Je ben pense que écoute, ça le fait, hein. moi je pense que ça le fait, hein. Quoi? Ah non, démarrage en cours, en direct, set hangout en direct et en cours. Donc voilà, normalement ça devrait marcher. De toute façon, on le verra tout de suite, hein. On fait l'émission, après on va jeter un œil si ça a marché ou pas, puis au pire on le refera, c'est pas si grave que ça. Ça nous fera de Ça l'entraide. marche. Donc il faut un petit blanc au début et puis c'est parti. Ben ouais, c'est ça. Et bonjour les gens, c'est Mister Nose et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Space Origin avec un élément un petit peu particulier car je ne suis pas tout seul. Je vais dire bonjour à Jonathan. Jonathan, t'es là? Oui, je suis là, tout fonctionne, ça a l'air de bien marcher, les serveurs sont de nouveau en live, on est prêt à jouer à Space Origin, comme des C'est dieux, presque. c'est magnifique. Donc Jonathan, je te présente Voyage Cast entre podcasts. Ouais, c'est ça. Ben écoute, je fais deux podcasts, un sur le voyage qui s'appelle VoyageCast et un sur l'anthropologie qui s'appelle Anthropodcast. Tu vois, j'ai bien réfléchi au nom et tout, ça reste bien dans la tête. Et ben ouais, il faut qu'on commence à faire des trucs un petit peu sur Space Origin, sur les jeux vidéo, l'anthropologie des jeux vidéo. Ah, il y a tellement de trucs à faire, c'est la folie. On va bosser, Mister Nose. Ouais, juste pour les incultes de mon genre qui ont découvert ce mot-là dans l'année, Voyage Cast, je me doute que ça parle de voyage, mais Anthropodcast, c'est quoi ce mot anthropologie peut-être? Oui, c'est l'anthropologie. Alors en fait, pour faire très simple, l'anthropologie, c'est l'étude de l'humain, hein. Anthro, c'est l'humain, l'homme. Donc c'est l'étude de l'humain, comment est-ce qu'il fonctionne, l'étude des sociétés, tu vois. Alors il y a quelques dizaines d'années, c'était encore les gars qui allaient, les ethnologues ou les anthropologues, qui allaient dans des pays, je sais pas, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, qui allaient dans la forêt, qui allaient chez les Africains, et puis qui restaient comme ça, habités avec ces gens-là, puis qui se demandaient, mais comment est-ce que ces gens fonctionnent en fait? Pourquoi est-ce qu'ils se marient pas la même chose que nous? Comment ça marche un village, tu vois? Pourquoi il y a un chef? Pourquoi il y a un sorcier? Puis qu'est-ce que c'est ces danses? Et puis pourquoi est-ce qu'ils mangent ça? Pourquoi est-ce qu'ils mangent pas ça? Tu vois, ils se posaient plein de questions sur les autres sociétés pour savoir comment elles marchaient en fait, puis pour les comparer à nos sociétés à nous. Et puis maintenant, l'anthropologie, ça a un petit peu changé. Il y a toujours des gens qui font ça, mais la plupart des anthropologues actuels, ils vont par exemple savoir comment fonctionne l'Assemblée nationale, tu vois. Alors ils D'accord, c'est vont, beaucoup plus contemporain en fait. ben, maintenant oui, parce que tu vois, toujours étudier l'ailleurs, c'est un peu bizarre finalement, tu vois. Comment est-ce que tu peux savoir qu'une société africaine fonctionne et puis tu sais pas comment la tienne elle fonctionne? C'est un peu bizarre. Et puis en plus de ça, c'est un petit peu raciste de dire je vais toujours étudier l'étranger, tu vois. Il faut se mettre à étudier soi-même sa propre société pour savoir comment elle fonctionne. Puis tu vois, je vais pas rajouter trop, mais au début on allait aussi chez ces sociétés qui sont très éloignées pour savoir comment elles fonctionnaient, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait un petit peu les gouverner, tu vois. On disait tiens, ben cette société elle marche comme ça, elle a ce point faible, tiens on va pouvoir toucher ce point faible pour la faire tomber, tu vois. C'était un peu moche, tu vois, l'anthropologie et l'ethnologie, c'était pas super noble au début quand ça a été créé, on va dire. Et puis maintenant, on va chercher comment les sociétés actuelles fonctionnent autour de nous pour savoir aussi comment un petit peu les maîtriser, tu vois. Nos sociétés, elles ont beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens différents qui habitent ensemble. Ben, comment est-ce qu'on fait pour que tous ces gens qui sont complètement différents vivent ensemble mieux? Et puis c'est une partie de ce qu'étudie l'anthropologie aujourd'hui, tu vois. La musique, le cinéma, enfin l'anthropologie étudie un petit peu partout. Il y a des hommes et il y en a partout, donc il y a beaucoup de choses à étudier, tu vois. Ouais, il y en a même sur Spam, sur Space Origin. Alors j'ai un petit écho moi de mon côté. Ah ouais, non, chez moi ça va bien. Ok, bon, si ça va bien de ton côté, c'est pas grave, je vais supporter le truc. C'est seulement quand tu parles, donc ça doit être le push to talk. Bref, nous on est ici sur Space Origin et on va parler de quoi? On va pas parler d'anthropologie, on va parler 65 000 crédits dans ma poche avant de pouvoir le faire. Et comme tu vois, là, je suis à peu près 200 000 crédits sur là. En tout, je dois être autour des 250-300 000 crédits. Donc, je suis encore très, très loin d'y arriver. Et pour ça, il faut faire du trading. Et pour ça, c'est très avantageux d'être sur plusieurs planètes à la fois pour pouvoir acheter des denrées qui sont vendues par un joueur moins cher sur une planète et le revendre sur une autre qui en manque, quoi. Alors, je vais faire une petite parenthèse, à savoir que les boosters ne peuvent
être trouvé ou recherché qu'avec des crédits, pas avec des ressources. On est d'accord? Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important aussi, si tu as une optique de faire des boosters ou pour toi, pour ton alliance, ou alors si tu as envie d'en vendre pour gagner encore plus d'argent, il faut absolument avoir des crédits. Et les crédits de base sont pas évidents à trouver. Tu peux en trouver par les fouilles aussi. Mais ça demande un temps de jeu plutôt élevé et franchement, c'est très très chiant. Donc, il y a un des bons moyens, c'est justement de faire du trading. Et puis, tu le sais, c'est un jeu vidéo économique. Donc, plus tu as d'argent et plus tu peux générer d'argent, hein. C'est comme dans la vraie vie. Plus tu es riche, plus tu peux devenir riche. Et c'est la même Ouais. chose sur Space Origin. Et c'est souvent les premiers centaines de milliers qui sont un petit peu compliqués à faire. Sinon, tu peux faire beaucoup, beaucoup de profit, quoi. Alors, à savoir qu'il y a quand même des events qui permettent de récolter certaines denrées et de s'enrichir plus vite. Oui, effectivement. Par contre, sur les events, il faut être un joueur plus que régulier pour y aller, hein. Je veux dire, c'est clairement pas en jouant 2 heures que tu vas pouvoir remporter les ventes et pouvoir te faire de l'argent grâce à ça, hein. Donc, c'est Ouais, possible, mais il faut jouer, quoi. ouais, faut être connecté. Moi, je me souviens des premières events où il fallait récolter des ressources. Il y avait des pluies de météorites ou des pluies de denrées qui nous permettaient de récolter des ressources. Certaines avaient lieu à 5h30 du matin, d'autres à 7h30 du mat, d'autres à 23h30. C'est sûr que si on est en train de faire autre chose, on passe à côté. Ouais. Par contre, c'est extrêmement profitable quand on est dessus, notamment les pluies de pépites. Alors, j'en ai pas vu depuis un moment pour les hauts levels comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire plus du level 15, je crois. Par contre, pour les petits levels, ils le font régulièrement pour justement que les gens puissent avoir des ressources, entre guillemets, gratuites et puis pas avoir une trop grosse différence entre les gros joueurs et les petits joueurs, quoi. C'est une bonne chose. L'équipe de Space Origin fait un boulot vraiment énorme et je trouve que c'est un jeu hyper intéressant. Avec des aspects sociaux et vraiment importants. Et franchement, quand tu as 4 bases, tu vois, et tu peux en avoir plus dans le jeu, hein, c'est-à-dire qu'au niveau tranche, pour en avoir une cinquième, tu as vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Et il suffit qu'il y ait une petite guerre en préparation ou un truc comme ça pour que tu doives complètement changer ta stratégie, parfois sur les 4 bases en même temps. Donc, si tu as envie d'être pris par ce jeu, tu peux vraiment l'être, quoi. C'est pas, j'ai déjà joué à d'autres jeux Ah, de. mais même quand t'as pas envie, hein, de toute façon, t'es pris par le jeu, hein. Moi, je me suis surpris. Space Origin, à la base, c'est une découverte de ma part parce que je fais des jeux gratuits, voire sur navigateur, d'où l'interactivité. Pas besoin de télécharger parce qu'il n'y a pas besoin de le télécharger ce jeu, il y a juste besoin de créer un compte. J'ai commencé à y jouer pour le présenter et je me suis vu coincé parce que les gens apprécient. Je fais un let's play aujourd'hui dessus et je suis obligé d'étudier le jeu et de me perfectionner dedans pour pouvoir présenter des choses nouvelles. Ouais. À noter aussi, c'est à mon avis, tu me diras peut-être le contraire parce que tu connais mieux ces jeux vidéo que moi, mais c'est à mon avis le seul jeu où tu as des sessions live qui sont organisées par les développeurs, c'est-à-dire que les développeurs font des interviews de gens qui se présentent à la politique, les développeurs expliquent les systèmes de combat, expliquent la diplomatie, expliquent toutes ces choses-là. Tu la vois, c'est ma base de production Neutronium, qui est Je ma la vois. base, voilà, qui est ma base numéro 3, je crois. Et donc, du coup, là, j'ai deux level 12. Donc là, du coup, je suis de nouveau à 2900, quasiment 3000 neutronium à l'heure. Et du coup, ça permet, grâce à cette base-là qui produit plus du neutronium que j'en ai besoin, à aller amener ce neutronium-là à ma base numéro 1 pour pouvoir suppléer mon armée, tu vois. Et D'accord, alors juste une question. On peut s'envoyer des ressources d'une base primaire à une base secondaire? bien sûr, c'est même absolument nécessaire. Tu vois, si tu regardes par exemple ma base numéro 2, qui est assez évoluée, j'ai 2 mines de neutronium, 2 mines de quartz par contre, niveau 15, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Fahrenheit est très très bonne pour produire le quartz. Chaque planète a un petit peu ses caractéristiques. Il y en a celles où c'est meilleur de faire des mines de quartz, d'autres que c'est meilleur de faire des mines de neutronium. Et Fahrenheit est très très forte en quartz. Et donc, j'ai créé 2 mines de quartz. Et si tu veux, là, j'en produis 4500 par heure. Ce qui fait que très rapidement, je vais remplir mes hangars, je vais remplir ma mine et ça va se stopper. Et Alors justement, juste une question. Là, ce qu'on voit là sur ton écran, c'est ta base secondaire, c'est ta base tertiaire, c'était sur quelle planète? alors, je vais te répondre très simplement. Ici, là, en l'occurrence, je suis sur Pitcairn
donc qui est ma base principale, tu la vois ici, qui est donc celle qui est plus développée au niveau armé. Ensuite de ça, j'ai Henderson, qui est toujours sur Fahrenheit, que j'ai pas éloigné beaucoup parce que l'avantage, et c'est ça où le placement de la base est très très important, c'est que plus elles sont proches, moins tu vas perdre de temps à ramener des matériaux et des ressources entre les bases, et aussi éventuellement de l'armée si tu as besoin de la protéger. Donc elle n'est pas très loin de Pitcairn, ma première base. Ma troisième base est aussi euh, sur Fahrenheit, parce que je voulais vraiment attendre que mes bases soient assez fortes pour supporter quelques attaques avant de les déplacer de planète. Donc celle-ci qui est justement ma base spécialisation neutronium, et ensuite j'ai Oeno qui elle est sur Taurus, et je crois savoir que toi aussi tu es sur Taurus. Euh, c'est ça, hein? Ouais, ouais, alors c'est pas du tout la même approche du jeu Ah non, pas du tout. qu'on a eu. Moi, je suis resté. Alors après, c'est pour les besoins de la vidéo et pour varier le visuel au niveau du let's play. Moi, j'ai commencé par améliorer certains bâtiments. J'ai commencé par les mines et je me suis vite égaré à vouloir développer mes hangars ou mes centrales. Et le but du jeu, pour moi, c'était de coloniser, de voir une autre planète. Donc, effectivement, j'ai colonisé Taurus. Et je remercie encore Space Origin qui se sont attardés sur mon cas pour pouvoir m'expliquer comment tout ça fonctionnait. Donc, là, parce que la colonisation, c'est pas simple. On a beau avoir les bâtiments à la technologie développée adéquate, c'est-à-dire un héliocentre niveau 10, un centre d'exploration niveau 10, et il me semble que c'était un marché galactique niveau 10. Si on n'a pas le centre d'espionnage développé, si on ne peut pas envoyer des drones pour explorer les zones et développer leur autonomie, il est impossible de s'installer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser quand même. Et c'est vrai que je me suis installé sur Taurus. Je suis encore en plein développement. Et c'est vrai que bah je me démène comme je peux pour avoir une base fiable sur une deuxième planète pour pouvoir me développer à nouveau et envoyer. Tiens, je vais essayer de construire d'ailleurs, puisque c'est là. Je suppose que tu vois ce que je suis en train de faire. Mon centre d'espionnage. Hop, et voilà, je suis en train de construire un centre d'espionnage. Mais c'est vrai que l'approche c'est pas du tout la même. Et moi, je suis beaucoup plus sur solo que sur le multi, quoi. J'interagis très très peu avec les gens qui jouent sur Space Origin. Ouais, Donc, alors, juste un petit truc, hein, je crois que tu viens de faire une erreur parce que si tu remarques, en essayant de construire sur ta base numéro 2, tu verras que tu ne peux pas construire de centre d'exploration. ah oui, d'accord, oui, d'accord, c'est ça. Donc mon centre d'exploration, si je veux explorer la Taurus, alors que je suis originaire de Fahrenheit, je suis obligé d'envoyer mes drones issus de Fahrenheit pour découvrir Taurus, c'est ça? Ou alors, tu crées, comme tu vois, j'ai 4 bases. On peut avoir 4 bases à partir du niveau 20, je crois. Quand tu as 4 bases, tu peux en faire une d'exploration où tu as 2 centres d'exploration et je crois aussi 2 centres d'espionnage qui permet justement d'espionner énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu extrêmement dynamique comparé à beaucoup de jeux que tu peux trouver comme ça un petit peu en free-to-play parce qu'il faut vraiment énormément réfléchir si tu C'est ce que veux j'allais dire. ouais, alors attention, je mettrais, il faut réfléchir quand tu veux vraiment être, on va dire, dans les 400 premiers, etc. Si tu veux faire un jeu simplement tout tranquille, etc., tu peux aussi très bien le faire sans aucun problème, en faisant des petites erreurs, ça va pas être grave. Par contre, si tu veux augmenter un petit peu ta capacité, puis jouer un petit peu stratégie, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment le placement des bases, par exemple, qui est très complexe. Tu vois, pour prendre l'exemple, moi je suis sur Taurus, c'est ma base numéro 4, donc celle qui est le moins euh, développée Sollicité. technologiquement et au niveau des améliorations. Tu vois, moi j'ai mes mines niveau 11, 12, 11, j'ai déjà des lasers dessus, des lasers niveau 1 et niveau 2, donc pas grand-chose. Alors celle-ci, par exemple, est une base commerciale. On va peut-être en parler dans une prochaine vidéo, je ne sais pas si tu as envie de parler de trading un petit peu, mais qui est là justement pour le trading. Parce que l'intérêt d'être sur plusieurs planètes, c'est non seulement de profiter de planètes qui sont plus riches que la tienne dans une certaine ressource, tu vois, mais c'est aussi d'acheter des ressources d'un côté et de les revendre de l'autre, hein. Pour ceux qui écoutent et qui ne me connaissent pas, je suis suisse, donc tu vois le côté un peu trading, Ah acheter un ouais, truc. tu kiffes le pognon, quoi. C'est exactement ça. Alors, je vais t'expliquer, si tu veux, à quoi ça sert le pognon, mais pour y revenir, c'est extrêmement important, justement, d'être déployé sur plusieurs planètes si tu as une option trading, justement.
pour pouvoir te faire beaucoup d'argent. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut beaucoup d'argent. Tu vois, c'est ma base principale. En faisant des fouilles, tu peux trouver des boosters. Alors, les boosters, c'est super génial. C'est un truc qui te permet, quand tu fais des batailles, d'avoir des avantages qui sont vraiment très, très conséquents. Les premiers sont à 3%, il me semble, hein. C'est-à-dire, Les premiers boosters, en fait, que tu as des missions qui te permettent de gagner des boosters et tu as 3% d'avantage sur tes troupes, que ce soit les alphas, les bêtas ou les cuirassés en fonction de ce que tu récupères comme boost. exactement. Alors, pour te donner une idée, moi, j'ai par exemple un Structure Boost V3, donc, qui est la dernière, enfin, pour l'instant, en tout cas, la dernière version du boost, qui t'améliore, par exemple, de 10% la structure des cuirassés. Ce qui est vraiment important, un boost d'attaque qui te fait 8% sur toute ta flotte, donc c'est quand même c'est considérable, hein. Et j'ai un autre aussi qui s'appelle Viruswood Mineur, qui te permet d'aller piller dans les mines des Hoots quand tu les attaques, ce qui n'est théoriquement pas possible. Et tu vois là, par exemple, pour ce booster qui est le plus cher que j'ai, il me faudra dépenser 1 865 562 crédits pour arriver à le rechercher. Et une fois que je l'aurai recherché, j'aurai le plan, si tu veux, du machin. Et là, je pourrai en fabriquer pour pouvoir les revendre. Et tu te doutes bien qu'un truc aussi cher doit très, très bien se revendre. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il me faut avoir 1 800 000. Parler du jeu en lui-même. Bah, écoute, on pourrait parler d'anthropologie, hein. D'ailleurs, on a un programme entre nous. Il faut qu'on en parle d'ici une ou deux vidéos. Je sais pas, de l'anthropologie de jeux vidéo, tu vois, parce que dans un jeu vidéo, tu as plein de gens qui jouent ensemble. Et Space Origin, c'est un jeu qui est super social, tu vois. Ça me fait penser à une des vidéos où tu as dit, ouais, il y a plusieurs façons de jouer à Space Origin. Tu vois, il y a le côté, je joue en solo, un petit peu dans mon coin, je monte mes petites bases. Puis il y a l'aspect hyper social de Space Origin où il y a de la politique. Tu vois, hier, par exemple, on a jusqu'à 22 heures, je crois, il y a eu des discours politiques des prochains dirigeants des planètes. Tu vois, on a eu. Oui, il y a les élections en ce moment. Ouais. Il y a les élections en ce moment. Donc, tu vois, tout ce côté-là hyper politique est super intéressant aussi sur Space Origin. On va en parler. Il faut encore que je discute avec les développeurs et tout, mais puisqu'il y a des humains, eh ben, il y a des choses intéressantes à découvrir. Alors, je te coupe un petit peu. On est sur Space Origin. Toi et moi, on a différentes manières de jouer. C'est-à-dire que moi, je suis très solo. Je jouote un petit peu. Je me connecte de temps en temps, plusieurs fois par jour. Mais toi, tu es quand même assez investi dans le jeu. J'aimerais que tu nous racontes, toi, ta base, comment tu la gères, qu'est-ce qui se passe. J'ai mon deuxième écran, je vois ce que tu es en train de faire. Les viewers verront ce que tu es en train de faire. J'aimerais que tu m'expliques comment tu as géré tes bases, tes notions, tes mines. Allez, vas-y, lance-toi, explique-moi tout. Pas de souci. Alors déjà, chers viewers, vous voyez là où sont mes bases. Donc vous êtes sympa, pas de missiles, pas d'armée, pas rien du tout. Je suis bien protégé, hein, donc, mais venez pas m'embêter, je fais partie d'une grosse alliance. Bref, tu vas me dire comment est-ce que je gère le jeu. Alors, j'ai déjà joué à la bêta 1, tu vois. Donc du coup, je savais un petit peu comment ça fonctionnait et du coup, j'ai pas fait certaines erreurs basiques que tu peux faire quand tu commences Space Origin. Voilà, Et comme les première chose. miennes. J'allais pas dire ça, voyons, cher ami. Euh, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'augmenter mes mines. Je crois que je les ai augmentées jusqu'au niveau 10 avant de faire ma deuxième base, en fait. Alors, les mines, c'est ce que vous voyez, mine de neutronium, qui est extrêmement important quand on a une grosse armée. Je le disais, hein, c'est des petites différences par rapport à mes bases et aux tiennes, c'est que moi, j'ai plutôt une grosse armée qui est actuellement en route. Est-ce qu'on va la trouver? Oui, on devrait la trouver. Elle est en route vers le portail de Fahrenheit, tu vois. Je suis en train de l'attaquer. Tu vois, ma flotte est ici avec, tu vois, j'ai 722 microns level 10, j'ai 1300 alpha niveau 10 aussi, j'ai 124 cuirassés niveau 8, je crois. J'ai 111 bâtiments d'assaut qui sont des très bons bâtiments pour faire de l'attaque, qui doivent être niveau 5 ou 6, je crois, et j'ai 22 Prometheus qui doivent être niveau 3. Et tout ça, c'est des très grosses armées, et c'est une des grosses différences qu'il y a entre toi et moi. C'est que moi, normalement, tu vois, tu le vois sur ma mine de neutronium, par exemple, Je vois. je produis, combien je produis? 2636 tonnes à l'heure, ce qui est beaucoup, hein, quand même, tu vois, c'est une mine niveau 15. Par contre, au bilan de ma base, tu le vois ici, je suis à 227,08 tonnes par heure, tout simplement parce que mon armée bouffe la quasi-totalité de mon neutronium, ce qui pose énormément de problèmes, parce que tu vois, si je veux, par exemple, faire une nouvelle mine de neutronium, eh ben, il m'en faut 40 000. Alors, Mais juste hein, une question, tu vas-y. produis pas à perte non plus, hein.
Alors, je produis juste pas à perte et c'est justement ça où il faut faire très très attention. À partir du moment où vous produisez à perte, ce qui est très possible, hein, si maintenant je lance la construction de 1000 nouveaux alphas, je vais être en perte. Tant que je vais avoir de la réserve, il ne va pas y avoir de problème. Dès que j'ai plus de réserve, que j'arrive à zéro et que je commence à perdre mon neutronium, ben, en même temps, je vais perdre des vaisseaux. Ce qui fait qu'il faut vraiment calibrer sa flotte en fonction de sa capacité à neutronium. Et là où c'est très intéressant de jouer à un peu plus haut niveau, c'est que moi, j'ai, alors je crois que c'est L,